Smartech tournée depuis le parc des expositions en direct du Mondial de l'Auto, ça continue. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble la Software République. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, mais on va vraiment aller un petit peu plus en profondeur avec celui qui porte ce projet. C'est tout un écosystème européen, une alliance entre 6 grands groupes qui souhaitent donc innover dans la mobilité avec une sorte de fabrique de solutions et d'applications logicielles intelligente évidemment et durable surtout, ça c'est un maître mot qu'il faut garder en tête. Et puis on aura ensuite en deuxième partie une démonstration au mondial de l'auto d'une borne de recharge bidirectionnelle, connectée, sécurisée pour les véhicules électriques et à destination aussi bien des particuliers que des professionnels. Voilà pour le programme de Smartech aujourd'hui en direct du mondial de l'auto. Smartech édition spéciale, je vous propose donc de commencer par découvrir, d'en apprendre un peu plus sur la Software République, un écosystème collaboratif européen fondé par 6 grandes entreprises françaises. Je vais les citer, tiens, pour commencer. Atos, Dassault Systèmes, Orange, Renault Group, ST Microelectronics, Thales. Ensemble, ils ont décidé de collaborer pour innover dans la mobilité. On a des premières avancées concrètes, on va en découvrir ensemble. On va aussi découvrir une nouvelle borne de recharge tout à l'heure pour les véhicules électriques qui participent à ce mouvement de la voiture, l'automobile, le véhicule plus intelligent et plus durable demain. Mais donc d'abord, on va découvrir cette Software République avec mon premier invité. Alors, Éric Fintin, je ne vous ai pas dit bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous dans Bonjour. Smartech. Vous êtes le directeur des opérations de cette Software République. Je l'ai présenté comme une fabrique d'applications logicielles, c'est ça? C'est exactement ça. On est là pour incuber des business. Donc, on n'est pas un think tank ou un centre d'innovation C'est un pur. maker tank. Exactement, on est un doer tank. Doer tank. Donc, on fait des choses très concrètes qui sont des vrais business pour les différents partenaires et donc qui passent à l'échelle parce que c'est ça qui est important pour transformer la mobilité de manière effectivement durable. Il faut passer à l'échelle et donc c'est ce qu'on fait dans des domaines extrêmement variés. Et puis, on incube aussi non seulement les business, mais on incube aussi des startups parce qu'on est 6 grands groupes qui ont un certain poids, une certaine taille, et on pense que pour développer des projets software innovants, on a aussi besoin d'acteurs plus petits qui viennent à la fois nous challenger sur les innovations et puis aussi sur la méthode de travail. Alors, parce que j'ai cité les 6 grands groupes en parlant d'un écosystème européen. Enfin, c'est 6 grands groupes français, on est d'accord. Vous incubez. Franco-italien pour ST, mais vous avez raison, Pardon. on est parti de nos bases françaises. Bah, après, ça reste des groupes quand même globaux, Oui, très bien clairement. sûr. Mais est-ce que vous incubez justement des projets qui sortent des frontières françaises? Absolument. Alors en fait, l'idée, ça a vraiment été de s'appuyer au départ sur la France parce que c'est plus facile pour avancer. Ce n'était pas complètement neutre de réussir à faire travailler ensemble ces 6 groupes, qu'elles y trouvent leur propre intérêt. Et puis, petit à petit, on s'étend. Là, on commence à déployer des projets en Espagne. Et puis, on a des startups qui viennent de toute l'Europe. On incube aujourd'hui des startups allemandes, finlandaises, etc. Donc, bien évidemment, la notion de souveraineté est importante pour Software République, mais pas au niveau français, au niveau européen. Et souveraineté européenne, ça veut dire que, en revanche, vous fermez les frontières Non, mais au-delà de l'Europe, hein, je veux dire. on est toujours ouvert, mais en fait, l'idée de Software République, c'est aussi de créer cet écosystème en Europe qui n'existe pas. On n'a pas vraiment d'organisations similaires qu'on connaît, en tout cas, y compris dans d'autres domaines. Par contre, elles existent en Chine, elles existent aux États-Unis. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'arriver à faire en Europe quelque chose d'unique dans le mode de coopération. Parce que finalement, l'automobile ou la mobilité, elle avait des modes de coopération très verticales, hein. Les équipementiers de niveau 2, de rang 2, de rang 1, les constructeurs, les distributeurs. Et ça, c'était comme ça depuis je dirais toujours. Et là, on s'ouvre avec finalement des acteurs qui ne sont pas directement dans la chaîne de valeur, mais qui ont énormément de briques de technologie qu'on peut co-développer pour la mobilité. Et alors, l'idée autour de laquelle vous travaillez, c'est la mobilité durable. Donc, qu'est-ce que ça veut dire très concrètement pour que ça ne soit pas juste un mot, une intention? Alors, je dirais qu'il y a 2 facettes dans cette mobilité durable. Il y a d'abord le côté électrification, qui est quand même au cœur une des 3 grandes transformations de l'industrie de la mobilité. Et on reviendra tout à l'heure sur la solution qu'on apporte autour des bornes. Oui, puis on a Renault qui a annoncé son passage à des véhicules 100% électriques. C'est ça. Donc, mais de manière générale, ça implique énormément de choses, hein, puisque la transformation de l'électrification, c'est pas juste une technologie de moteur ou de batterie, c'est tout un écosystème, software, hardware, centré sur plein d'acteurs différents. Vous allez avoir les énergéticiens, les opérateurs de bornes, les territoires, etc. Et c'est tout ça qu'il faut faire collaborer
collaborer. Et puis durable, c'est aussi dans les technologies elles-mêmes, où on va avoir cette préoccupation de la juste consommation d'énergie, de la juste consommation de data. Tout ne se fait pas dans le cloud systématiquement. On va essayer de faire ce qu'on peut faire à bord des véhicules à bord. Et puis, on va aussi adapter les fréquences de remontée de data. Je vous donne des exemples. Si vous faites de la maintenance préventive, vous avez peut-être besoin de remonter des données toutes les semaines. Si vous faites de la communication entre une voiture et un feu rouge, là, forcément, il faut remonter des choses de manière plus fréquente. Donc, on a une forme de frugalité. Puis, on a annoncé un projet qui est assez emblématique là-dedans, que moi, je qualifie de low-tech, parce qu'on aime bien la low-tech à Software République. C'est finalement le fait d'utiliser plus le smartphone dans la voiture pour des fonctions qui étaient juste là réservées à des gens qui achetaient des voitures haut de gamme avec des très grands écrans et très beaux que vous pouvez voir par ailleurs sur le stand Renault, mais tout le monde ne les a pas. Ouais. Et donc en particulier avec la marque Dacia, on a annoncé et on va commercialiser l'année prochaine une application qui vous permet de gérer vos risques d'endormissement juste avec le smartphone dans la voiture. Donc il faudra que je charge une application sur mon smartphone. Absolument. Et ensuite, une fois qu'il est connecté en Bluetooth avec le système intégré dans la voiture. C'est ça. Vous aurez autorisé la caméra à regarder votre visage. Eh bien, à un moment, il vous préconisera une petite pause quand il jugera que, voilà, Et donc, ça, il y a quand même un dispositif nécessaire de caméra pour capter. Non, c'est la caméra du smartphone. Ah oui. Donc, on est dans la frugalité de hardware. Et le smartphone, on va le positionner, on va pas s'étendre trop là-dessus, mais on va le positionner en face de. Non, il est positionné en fait sur les véhicules Dacia, c'est déjà prévu. Il est positionné à un endroit où ça marche très bien. Et ça, pour ça, on travaille avec une start-up lilloise qu'on incube qui s'appelle Core4Tech et qui a travaillé avec le CHU de Lille sur ces algorithmes d'intelligence artificielle pour prédire au moins une douzaine de minutes avant que vous vous en rendiez compte votre fatigue. En fait. Super, très malin. Et effectivement, la sobriété, ça passe aussi par ça. Il y a aussi l'aspect sécurité. Sécurité pour la Software République, j'imagine que ça veut dire cybersécurité. Absolument, c'est essentiellement ça. Alors là-dessus, je dirais que... Pour l'instant, on n'a pas eu de grosses affaires cyber dans le domaine de l'automobile, heureusement. Heureusement, et ouais. c'est parce qu'on s'y prépare et que c'est un sujet qu'on prend très très en amont dans nos voitures que vous voyez ici. Néanmoins, les choses évoluent. En fait, les surfaces d'attaque augmentent, les voitures sont de plus en plus connectées, il y a de plus en plus de calculateurs qui sont connectés, et donc il faut se préparer à ces évolutions. Et c'est pour ça qu'on a annoncé avec Thales et Orange une nouvelle solution de détection et de réponse aux attaques qui va permettre justement que nos clients n'entendent jamais parler de problèmes de cybersécurité dans les voitures et qui sera non seulement monté dans les architectures électroniques des véhicules Renault dans les prochaines années, mais qu'on propose aussi à d'autres constructeurs de voitures ou de tracteurs ou d'autres outils de mobilité très connectés. Ça nous donne un aperçu un peu des clients finalement que vous adressez. On va de où à où? Alors, le client, c'est extrêmement large. On a des choses très... Le client, ça peut être moi, ça peut être le particulier. Voilà, pour la borne ou pour l'application de tout à l'heure. Et puis, ça va être un constructeur de véhicules pour des applications de cyber. Donc, le client, ce n'est pas notre critère. Notre critère, c'est vraiment de savoir, finalement, parmi les assets des différents partenaires, comment, en combinant nos compétences, en combinant nos savoir-faire, on arrive à créer des choses qu'on n'aurait pas su faire tout seul. Et donc, c'est pour ça qu'on a des domaines qui, finalement, sont très, très larges. Ça peut être aussi des collectivités locales pour les sujets de Smart City, je pense. Exactement. Donc ça, et vous parliez d'utilisation de la data. Pour moi, c'est une très, très bonne manière d'approcher le sujet data, puisque finalement, le sujet data, il y a une grosse question pour nous en tant que citoyens, chacun d'entre nous, c'est le sens et à quoi servent ces data. Oui. Finalement, les questions qu'on se pose, c'est quand on ne comprend pas bien ou quand on sait pas à quoi ça sert finalement. Mais si je vous dis que les data de votre voiture anonymisées vont permettre de remplacer les câbles, vous savez, ces câbles noirs qui des fois traversent les routes pour compter le nombre de voitures qui passent, je pense que tout le monde, en tant que citoyen, comprend que ça va être beaucoup plus efficace, beaucoup moins cher et finalement va permettre de mieux organiser la mobilité sur le territoire. Donc ça, c'est typiquement une solution qu'on vient apporter avec Orange et Renault pour des territoires. On travaille avec un certain nombre de territoires dont la Corrèze, par exemple, en France. Et voilà, donc c'est une application très concrète du software au service de la collectivité. Et sur la sécurité, encore, si je reviens sur le sujet de la sûreté, est-ce que la sécurité routière aussi est un sujet que vous adressez ?
Oui, alors on n'a pas encore, je dirais, enfin, quelque part, l'exemple que je vous citais, il a aussi des impacts sécurité routière, parce que si on remarque que les vitesses sur une certaine portion de route sont très lentes ou très rapides, etc., ben, on pourra en déduire peut-être qu'il faut faire des travaux, agrandir, etc. Donc il y a des éléments comme ça. Et puis on travaille bien évidemment sur d'autres cas d'usage sur le parking par exemple, aussi, pour fluidifier les parkings en voirie. Voilà, donc oui, il y a des Vous ne éléments. travaillez pas sur les radars? Absolument pas, mais par contre, on travaille sur, et c'est des débuts d'initiatives qui ne sont pas encore concrétisées, mais on sent bien que la communication entre la voiture et l'infrastructure routière, ça va être quelque chose de très important pour la sécurité, mais aussi pour réduire le trafic, pour réduire le bruit, pour réduire le CO2. Donc voilà, on a plein d'idées Ah ben là, il y a beaucoup de travail. et il y a beaucoup de travail. Merci beaucoup, Éric Fintin, donc directeur des opérations de cette Software République. Vous restez avec moi. On va aller découvrir donc une des premières avancées, on va dire, hein, de cette Absolument. alliance, une toute nouvelle génération de bornes de recharge intelligentes. Elle est made in France pour le coup, totalement celle-ci, et elle s'adresse aux particuliers comme aux professionnels. C'est à suivre dans Smart Tech. Eh bien, Smart Tech, on arrive déjà au bout de cette édition spéciale mondiale de l'auto. C'est la dernière séquence que je vous propose. Et je vous la propose autour de la découverte d'une nouvelle borne de recharge, une borne de nouvelle génération qui va s'adresser aussi bien aux particuliers qu'aux professionnels. Pour cela, j'ai convié avec moi Éric Fintin, qui est resté d'ailleurs avec moi, avec qui on a discuté ensemble de la Software République. C'est le directeur des opérations de cette alliance de 6 grands groupes français pour des solutions de mobilité sûres et durables. Et donc, nous sommes désormais en compagnie de Landry Chiron, directeur de la communication du groupe Lacroix. Je présente quand même un petit peu rapidement le groupe Lacroix, fabricant d'équipements technologiques, d'électronique, d'appareils électriques aussi. Vous avez une dimension internationale, mais vous êtes installé à Saint-Herblain, en Loire-Atlantique, donc en France. Et je vois que vous portez un coq français à la veste. Pardon. Pour la French Fab, évidemment. Et donc, vous allez nous présenter, là, c'est quand même une découverte du mondial de l'auto, cette nouvelle borne de recharge. Elle s'appelle la Mobilize Power. Powerbox. Mobilize Power Solution. C'est une fabrication 100% made in France. Alors peut-être d'abord présenter ce que fait le produit, puis après on Ah reviendra bah non, sur mais la... je vous donne la Mais- parole parce qu'on D'accord. est sur le sujet. Alors le Made in 100% France, donc souverain, on y effectivement, va. ce produit-là va être fabriqué en territoire, entre Nantes et Angers, dans une usine flambant neuve en fait, hein, de chez Lacroix. C'est un projet, donc une usine d'assemblage électronique, hein, un projet qu'on a lancé il y a 3 ans, qu'on a inauguré il y a 1 semaine, donc l'usine est toute neuve. C'est la première fois depuis le début des années 2000 qu'on fabrique une nouvelle usine d'assemblage électronique en France. Mais Et alors, donc cette le usine, elle produit... sera vraiment dédiée à cette borne de recharge? Alors pas que, Ah. c'est une usine qui fait 19 000 m², donc qui permet de produire tout un tas de produits pour des secteurs comme l'automobile, mais comme l'aéro, comme la domotique, comme l'industriel, hein. Donc on est vraiment multi-produits dans ce site-là. Et je dirais le Et gros... tous les composants sont 100% fabriqués en France? Alors nous, on fabrique, on assemble en fait les cartes électroniques et le produit. Donc les composants sont des éléments qu'on ne fabrique pas nous bien sûr, mais qu'on vient assembler sur là où les cartes électroniques qui composent derrière, hein, le produit fini. D'accord, très Voilà. bien. Et ces Software République, On peut dire juste quand même là-dessus, bien sur les sûr. composants Made in France, c'est que il y a ST Ben Microelectronics. voilà, c'est que les 2 j'imagine. composants principaux au sens de la valeur de la borne, ils sont fabriqués Voilà. aussi en France à Kroll. C'était comme ça que je voulais vous donner la parole, parce que Ah. c'est Software République qui a confié cette production de bornes de recharge au groupe Lacroix, et donc j'imaginais que c'était notamment une intervention également d'ST Microelectronics dans ce process de fabrication. Oui, oui, tout à fait. Bah, effectivement, nous, on souhaitait, quand on a analysé un petit peu le marché des bornes qu'on connaît bien, puisque côté groupe Renault, on installe, je dirais, tous les jours plusieurs dizaines de bornes et bientôt centaines à travers l'Europe. On connaît bien les attentes des clients, etc. Et on s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs choses qui n'étaient pas complètement satisfaites par le marché aujourd'hui, dont une vraie intégration d'une borne en France. Alors, très sensible pour les Français, mais même
pour les Européens en général, d'avoir une borne qui a un contenu CO2 très faible, puisqu'elle n'a pas traversé la planète. Donc c'est pour ça qu'on a assez naturellement été mis en contact effectivement avec la Croix, ST qui joue son rôle dans Software République. C'est-à-dire que là, c'est à la fois, vous dites, c'est de la sobriété énergétique, de faire un choix de relocaliser les productions, mais c'est aussi stratégique en matière de souveraineté aujourd'hui d'être indépendant, autonome sur la fabrication de bornes de recharge. Absolument, l'idée c'est vraiment de maîtriser la supply chain le plus localement possible. Et puis c'est de notre point de vue, une arme, et un élément commercial important. Et j'insiste sur la profondeur d'intégration. Landry a parlé de la fabrication des cartes électroniques, ces petites plaques où vous venez mettre plusieurs dizaines ou centaines de composants. Voilà, donc c'est très impressionnant à voir. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est fait en France, là où des fois on parle de Made in France juste pour mettre un petit couvercle en plastique en France. Donc ça nous semblait important d'avoir quelque chose de très profond et c'est ce que la Croix a su faire. Super. Alors juste présentez-moi quand même cette borne de recharge. Qu'est-ce qu'elle a de différent par rapport à ce qui existe sur le marché ? Alors, au-delà de son empreinte carbone et de son lieu de fabrication, elle amène deux choses très importantes sur le marché. D'abord, la bidirectionnalité. Donc ça, c'est un mot compliqué pour dire quelque chose de très simple. C'est qu'en fait, la borne, elle va permettre non seulement à la voiture de se charger en prenant l'électricité du réseau électrique, ça c'est comme toutes les bornes, mais elle va permettre aussi de se décharger à des moments où le réseau électrique en a besoin. Par exemple, quand vous rentrez chez vous à 7 h du soir, c'est le moment où le réseau est le plus sous tension, où l'électricité est la plus carbonée. Et finalement, ça aide énormément le réseau. Si à ce moment-là, au lieu de commencer à se charger, et du coup de créer un problème sur le réseau, la voiture, elle va se décharger et du coup, venir aider à passer le pic de consommation. Donc j'injecte en fait de l'électricité dans le réseau. Absolument. Et donc vous devenez une mini-centrale. Et ça va vite, puisqu'avec 50 000 voitures, finalement, on arrive à faire l'équivalent d'une centrale. Donc ça va très vite. Et donc là, il y a un bénéfice clair pour la société, pour les réseaux électriques. Mais il y a aussi un bénéfice pour le client, puisque du coup, le client, il va pouvoir être rémunéré. Donc il va récupérer une partie de la valeur pour lui. Donc finalement, c'est gagnant pour tout le monde. Et ça, c'est vraiment la force de cette bidirectionnalité qui répond en plus à la crise énergétique du moment. Et en termes de fabrication, ça a été un défi compliqué à relever, de créer cette borne qui, à la fois, distribue de l'énergie, mais en même temps en collecte. Alors en termes de fabrication, en fait, sur le site, le site a été conçu pour travailler des produits à la fois extrêmement complexes en termes d'assemblage électronique, dans des quantités qui peuvent être extrêmement faibles. C'est par exemple le cas quand on adresse des marchés aéronautiques. Mais aussi pour aller dans des quantités très importantes. Quand on parle d'automobile, on parle de millions de pièces. Donc finalement, oui, il y a de la complexité, bien sûr, puisqu'il y a de l'innovation. Mais en même temps, je dirais, on a une usine et des équipes qui sont habituées en fait à relever ces challenges-là. Donc aujourd'hui, je dirais que c'est un nouveau challenge. C'est une borne de petit format qui permet de charger des grands véhicules comme ça, là, comme la Mobilize Limo, ou des tout petits, peu importe. Exactement, c'est vraiment pour une charge domestique, donc des puissances qu'on appelle 7 kW ou 11 dans certains pays. Donc voilà, donc c'est la charge classique qui vous permet d'avoir rechargé votre voiture en une nuit sans problème. Et donc la deuxième caractéristique, enfin la troisième après le Made in France, qui me semble importante de mentionner, c'est la cybersécurité. On a dans Software République Thales, on a Orange, qui sont des leaders mondiaux dans cette matière-là. Qu'est-ce qu'on doit protéger, qu'est-ce qu'on doit mettre en place comme protection quand on est juste sur un système de borne de recharge ? Alors, écoutez, comme tout système connecté, à un moment, il peut y avoir un risque que quelqu'un intervienne. Et encore une fois, il vaut mieux dans ce domaine-là prévenir que guérir. Et donc, on s'assure que là-dessus, on est en toute sécurité. Et ça sera d'autant plus important quand il y aura cette bidirectionnalité, parce que vous imaginez bien que si au même moment, alors que vous avez 50 000, 100 000 voitures qui sont en train de rendre de l'énergie au réseau, pour X raisons, ça s'arrête brutalement et de manière non prévue, ça peut créer une instabilité forte dans le réseau. Et là, cette sécurité, elle est à quel niveau, cette cybersécurité ? Elle n'est pas au niveau du réseau électrique, d'un Enedis ou ERDF ? Bien évidemment, eux, ils ont leur couche de cybersécurité, mais le principe, c'est un peu le millefeuille. C'est-à-dire qu'il faut que chaque étage soit lui-même cybersécurisé. Ça, c'est
je dirais la contrepartie de la connectivité, mais c'est un élément de réassurance pour nos clients. Après, ce n'est pas quelque chose qu'ils vont expérimenter au quotidien, heureusement, parce que c'est complètement transparent pour eux. Et cette partie logicielle, l'intégration du logiciel, vous la gérez également? Elle est gérée bien sûr on va dire dans l'ensemble de la fabrication du produit qui comporte l'assemblage de cartes électroniques, le chargement de soft et puis toute la partie habillage, alors, je ne sais pas si je peux dire ça, mais toute la partie habillage pour livrer un produit fini, prêt à l'emploi dans son emballage. Les données, elles seront où, toutes les données captées justement de consommation d'énergie dans les deux sens? Les données, d'abord, ça sera des éléments qui seront soumis au consentement du client. Il faut le rappeler, on est bien évidemment soumis aux règles On est en RGPD. Europe quand même. On est exactement, et c'est tant mieux. Après, l'idée, c'est de fabriquer avec ces données des usages. Donc, on aura une plateforme spécifique qui va gérer ces données. Et l'idée, c'est de produire des services à valeur ajoutée pour le client. Alors la charge intelligente dont on parlait, c'en est une, mais on peut imaginer aussi demain, si vous avez des panneaux solaires chez vous, si vous avez une batterie qui stocke l'énergie chez vous, d'imaginer une maison vraiment intelligente. Donc c'est le début d'une histoire. On est Software République et pourtant là on vous parle d'un hardware. Pourquoi? Parce que le hardware, c'est la pierre angulaire, c'est le point de départ de tout l'écosystème software et on est convaincu qu'en domotique, en fonctionnement énergétique, on a plein d'idées à avoir. Et je vous posais la question de l'hébergement des données. C'est dans le cloud? Il y a un fournisseur de cloud ou là aussi c'est chez Lacroix que ça se passe? Non, c'est effectivement dans le cloud. Pour les clients Renault, ça sera dans les environnements qui gèrent les données de Renault. Donc là-dessus, avec toutes les garanties de sécurité qu'on doit à nos clients. Alors, quand j'ai dit qu'on allait assister à une démonstration, on n'est pas vraiment une démonstration parce qu'en fait, on a aperçu rapidement cette borne, mais pour l'instant, elle n'est pas encore en fabrication. Quand est-ce que ça va démarrer la fabrication? Donc effectivement, on l'a aperçu et on a annoncé un lancement, un démarrage sur 2023. Plus précisément? Sur le deuxième semestre. D'accord. Et qu'est-ce qui fait que ça demande du temps, justement, avant de lancer vraiment la production? Je dirais qu'aujourd'hui, on couple un ensemble de compétences complémentaires qui sont clés avant de commencer la fabrication. Déjà pour le design du produit, toute la conception de la partie hardware, software, toute la mécatronique qui va autour. Donc tout ça, ça fait quand même beaucoup de projets qui n'en font qu'un, mais qui prennent du temps. Et puis il y a aussi toute la finalisation, mais là vous en parlerez mieux que moi, de la façon dont le produit va être présenté au marché finalement. Ouais, je pense que pour un produit comme ça, il y a plein d'éléments qui font le délai. D'abord, bien comprendre les clients et les différents types de prescripteurs. On a beaucoup travaillé aussi avec les installateurs de bornes. Parce que vous imaginez bien qu'eux, ils enchaînent les installations et que la praticité d'installation, c'est un élément fondamental pour eux. Praticité hardware, c'est les vis, etc. Mais aussi praticité software parce qu'il faut connecter ça au début et ça peut être des fois douloureux. Donc ça, c'est un des éléments qui fait qu'on intègre beaucoup de gens dans la conception pour faire viser juste au bout. Ensuite, ce qui fait aussi le délai, c'est qu'on essaye de faire une solution abordable. C'est-à-dire qu'on travaille avec Lacroix et avec l'ensemble des équipes des partenaires pour mettre de l'intelligence dans le design, mettre la valeur au juste nécessaire et de manière à ce qu'on amène toute cette technologie, mais que le client puisse se l'offrir. Et donc, c'est vraiment un élément important dans la conception. Vous pouvez nous donner une idée de prix aujourd'hui? Non, c'est un peu tôt encore. Et puis, J'imagine. de toute façon, Deuxième semestre 2023, voilà, c'est un exactement. peu tôt, mais enfin, on sait jamais. On a encore un peu de boulot. Et puis surtout, la plupart de nos clients, en fait, n'achètent pas la borne séparément. Vous savez que Mobilize a un service qui s'appelle Mobilize Power Solution qui installe les bornes pour nos clients. Quand ils sont en concession, qu'ils achètent leur voiture, finalement, en quelques minutes, avec le vendeur, ils gèrent complètement le processus d'installation, ce qui les soulage considérablement. Est-ce que vous pouvez nous dire peut-être ce qu'il en est du temps de charge? Alors les temps de charge, ce sont, je dirais là-dessus, il n'y a pas d'innovation particulière dans cette borne. C'est donc 7 kW, donc c'est la borne classique domestique. On n'est pas sur un superchargeur. On n'est pas du tout sur un superchargeur. Okay. Le critère qu'il faut retenir,
c'est qu'en gros, la nuit vous permet de recharger votre voiture sans aucun problème. D'abord, elles ne sont jamais complètement vides en plus. Donc vraiment, pour nous, cet élément-là est important parce que c'est aussi des puissances qui s'intègrent complètement dans l'équilibre énergétique de la maison. Juste pour vous donner un point de comparaison, c'est une borne qui va avoir les mêmes puissances qu'un four ou qu'une clim. Donc ce n'est pas du tout un objet très atypique dans l'écosystème électrique. Et est-ce qu'il y a des premiers véhicules qui en profiteront? Est-ce que ce sera tout de suite disponible pour n'importe quelle voiture électrique sur le marché? Alors la borne elle-même, oui. La fonctionnalité de bidirectionnalité dont on parlait tout à l'heure, ça va arriver progressivement avec d'une part les voitures, parce qu'effectivement il faut que les voitures elles-mêmes soient capables de fonctionner dans les deux sens, et puis avec les réseaux électriques, puisque chaque pays a des législations qui peuvent être différentes. Donc, mais ça démarrera, on va dire, plutôt dans le courant de l'année 2024. Et ça démarrera plutôt avec des véhicules Renault? Bah, c'est clair que si Renault s'investit là-dedans, il y a des véhicules Renault qui sont prévus avec ces fonctionnalités-là. Et puis ensuite, bien évidemment, ce n'est pas exclusif et ça pourra marcher avec tous les véhicules. Mais le fait que Renault fasse partie du consortium, ça lui permet sans doute de se préparer pour proposer la solution. Exactement, et d'apprendre, hein, parce que, encore une fois, c'est un usage nouveau, même pour les clients. C'est quelque chose de finalement assez surprenant hein, de se dire que sa voiture, elle peut avoir une autre fonction que de se déplacer d'un point A à un point B. Donc on a à la fois beaucoup de pédagogie pour expliquer comment ça marche, et puis aussi, nous, un énorme travail dans le parcours client, le parcours utilisateur, pour que ça ne soit pas un sujet de stress, mais plutôt un soulagement de pouvoir contribuer au problème de la décarbonation de l'énergie, et puis accessoirement de réduire son coût d'utilisation de la voiture. Sur ce travail, donc main dans la main, là, que vous faites avec la Software République, ça vous fait rentrer dans le monde de l'automobile. Est-ce que ça, c'est des nouveaux marchés aussi qui s'ouvrent pour vous? Alors le secteur de l'automobile, c'est un secteur qu'on adresse déjà hein, dans le Qu'est-ce que groupe vous fournissez Lacroix. déjà aujourd'hui? On fournit des équipements électroniques en fait hein, pour l'automobile, aussi bien pour le marché européen que pour le marché nord-américain. Donc là, on va rentrer dans des fonctionnalités qu'on retrouve dans le véhicule, que ce soit sur l'éclairage, sur les catalyseurs, enfin différentes fonctionnalités. On intervient donc déjà sur ce marché-là. Par contre, on est sur un sujet avec les chargeurs qui est un sujet récent. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, je reprends un peu les termes, on apprend en marchant, mais il y a encore plein d'innovations à avoir. Donc c'est vraiment pas quelque chose de rodé, quoi. On est vraiment sur une nouveauté qui est liée bien sûr hein, à l'augmentation des véhicules électriques. Il y a des partages justement de sujets technologiques entre vous. C'est pas juste assembler. Ah non, bien sûr, c'est pas juste assembler, puisqu'il y a tout le préalable qui est le design. Et le design, c'est important de le faire en sachant derrière comment on va le produire pour intégrer cette industrialisation. Je reviens rapidement sur la notion d'enjeu de compétitivité. Hein. C'est une chose de dire on est made in France, mais ça nous impose d'être compétitif hein, pour que derrière on puisse proposer aux clients un produit à la bonne valeur. Donc il faut tout optimiser dans la conception pour répondre aux besoins du client, mais en intégrant les problématiques de fabrication derrière. Et c'est là où on intervient également. Ça va transformer aussi peut-être vos usines chez Lacroix? Alors oui, ça va transformer l'usine. Alors comme je vous le disais, l'usine est toute neuve, mais l'usine est conçue pour être extrêmement modulable. Ça fait partie des innovations qu'on apporte dans l'industrie du futur. Hein. J'en ai pas parlé, mais c'est vrai qu'il y a deux choses importantes. Ce sera une usine 4.0? C'est une usine 4.0, bien sûr, c'est une usine 4.0. On a essayé d'y mettre ce qui aujourd'hui se fait de mieux, de plus à la pointe de l'industrie du futur. En termes d'automatisation, même si on est sur un métier, l'assemblage électronique, qui est déjà un métier très automatisé, mais on a encore augmenté cette partie-là. Et surtout, on a augmenté une partie qui ne se voit pas, qui est la digitalisation des flux, pour vraiment raccourcir tous les échanges qu'on a entre machines, avec les fournisseurs, avec les clients, pour justement réduire tout ça et être le plus compétitif possible. Merci beaucoup. Éric Finta, directeur des opérations de la Software République, était avec nous. Landry Chiron, vice-président exécutif communication du groupe Lacroix également. On a pu percevoir cette transformation qui est en cours, mais que l'on ne pourra toucher du doigt finalement qu'en 2023, au deuxième semestre. Vous nous l'avez annoncé dans Smart Tech. Merci encore, merci de nous avoir suivis. C'était ces éditions spéciales de Smart Tech tournées depuis le Mondial de l'Auto. Et là, c'était la dernière séquence. On se retrouve en plateau tout à fait normalement pour la suite de nos aventures tech.